Bonjour, dans cette séquence vidéo, je vais expliquer le fonctionnement du circuit nerveux du réflexe à point de départ cutané. Dans le programme de la 4e année maths, on étudie, comme exemple de réflexe, le retrait de la main déclenché par le contact de la peau de la main avec un objet brûlant. Au cours de ce réflexe, la contraction du muscle fléchisseur de l'avant-bras appelé biceps est accompagnée du relâchement du muscle extenseur de l'avant-bras, le triceps. On parle de coordination entre deux muscles antagonistes nécessaires à la réalisation du mouvement, qui s'explique par un circuit appelé innervation réciproque. En effet, au niveau de la moelle épinière, les messages nerveux sensitifs qui proviennent des récepteurs cutanés, dans ce cas des thermorécepteurs, ont une double action. Ils activent les motoneurones du muscle fléchisseur par l'intermédiaire d'interneurones excitateurs, ce qui induit la contraction de ce muscle. Ces mêmes messages nerveux inhibent les motoneurones du muscle extenseur par l'intermédiaire d'un interneurone inhibiteur activé par un interneurone excitateur, ce qui entraîne le relâchement de ce muscle. La réponse de ce réflexe repose sur la transmission d'un message nerveux de nature électrique assurant une communication entre organes, d'une part entre le récepteur sensoriel et la moelle épinière à travers des fibres sensitives et d'autre part entre la moelle épinière et le muscle à travers des fibres motrices. En effet, ce message nerveux est transmis d'un neurone à un autre grâce à des synapses neuroniques ou d'un neurone vers un organe effecteur comme le muscle grâce à des synapses neuromusculaires. Pour expliquer les conditions de naissance du message nerveux sensitif et moteur, ainsi que le mécanisme de la coordination des deux muscles antagonistes, la contraction du muscle fléchisseur et le relâchement simultané du muscle extenseur, on réalise des expériences chez le chat dont les organes intervenant dans ce type de réflexe à point de départ cutané sont les mêmes que chez l'homme. Je commence par les conditions de naissance du message nerveux sensitif. L'expérience de conditions du message nerveux sensitif, on applique sur la fibre sensitive en liaison avec les récepteurs sensoriels de la peau une stimulation électrique d'intensité croissante et on enregistre grâce au oscilloscope O1 et à l'oscilloscope O2 situé à une distance D du lieu de la stimulation, les enregistrements électriques de cette fibre nerveuse. Voyons ce qu'on observe au niveau de l'oscilloscope O1. Lorsqu'on porte une stimulation d'intensité I1, on obtient un potentiel de repos. Avec une intensité I2 supérieure à I1, on obtient une légère dépolarisation. Avec une intensité supérieure à I2, I3, on obtient aussi une légère dépolarisation. Et I4 aussi, on obtient une légère dépolarisation qui devient plus ample. Avec les intensités I5, on obtient un potentiel d'action. De même avec I6 et I7 qui sont supérieurs à I5. Je rappelle que le potentiel d'action représente le signal élémentaire du message nerveux, de même amplitude et de même durée. Il comprend une phase ascendante au cours de laquelle le potentiel transmembranaire passe d'une valeur négative, c'est le potentiel de repos moins 70 mV, à une valeur positive plus 30 mV. C'est ce qu'on appelle la phase de dépolarisation. Une phase descendante au cours de laquelle le potentiel passe d'une valeur plus 30, donc positif, à des valeurs de plus en plus négatives jusqu'à atteindre le potentiel de repos. C'est la phase de repolarisation puis hyperpolarisation. Sa genèse, elle repose sur l'existence d'un potentiel de repos, donc il correspond bien à une inversion brusque de ce potentiel de repos. Je résume les résultats de l'expérience. Lors d'une stimulation de faible intensité I1, on n'observe pas de modification du potentiel de repos. Avec les intensités croissantes I2, I3 et I4, la membrane de la fibre nerveuse
devient légèrement dépolarisé. Cette dépolarisation augmente avec l'intensité de stimulation, mais on n'observe pas de potentiel d'action. Donc, les intensités I1, I2, I3 et I4 sont dites infraliminaires et les stimulations S1, S2, S3 et S4 sont dites inefficaces puisqu'elles n'engendrent pas de PA. Avec l'intensité I5 supérieure à I4 ainsi que I6 et I7, on obtient un potentiel d'action où l'amplitude de la dépolarisation devient brusquement très importante au point de provoquer une inversion de ce potentiel jusqu'à une valeur de plus 30 millivolts. Les neurones n'émettent un potentiel d'action que si la membrane est dépolarisée jusqu'à une valeur seuil. On parle d'une loi du seuil. La première intensité de stimulation qui a engendré un PA est I5. Elle est dite liminaire, alors que I6 et I7 supérieurs à I5 sont qualifiés d'intensité supraliminaire. Donc, les stimulations d'intensité I5, I6 et I7 sont des stimulations efficaces puisqu'elles ont engendré un PA. Quel est le devenir de chaque potentiel électrique lorsqu'il arrive en O2? Au niveau de O2, on observe que pour les stimulations qui sont inefficaces, il n'y a pas de modification du potentiel membranaire. C'est un potentiel de repos. Par contre, toutes les stimulations qui sont efficaces, elles vont engendrer toujours un PA de même amplitude. Donc, l'amplitude, elle est constante et on parle d'une loi de tout ou rien. Or, physiologiquement, au cours d'un réflexe moteur à point de départ cutané, le message nerveux prend naissance au niveau des structures nerveuses spécialisées et situées au niveau de la peau, appelés récepteurs sensoriels, qui sont diversifiés et dont chacun réagit préférentiellement à une stimulation de nature spécifique. Quel que soit le récepteur sensoriel impliqué, son excitation par un stimulus adéquat se traduit par la conversion de l'énergie du stimulus en un message nerveux sensoriel, sous forme d'une série de potentiels d'action identiques, c'est la transduction sensorielle. La fréquence du message nerveux au niveau du récepteur sensoriel est proportionnelle à l'intensité du stimulus et la condition du message nerveux sensitif exige une stimulation d'intensité liminaire ou supraliminaire qui permet au niveau de ce récepteur sensoriel la naissance d'un message nerveux sensitif qui va être codé en modulation de fréquence de PA. Par contre, au niveau de la fibre sensitive en relation avec le récepteur sensoriel, cette stimulation liminaire ou supraliminaire donne toujours un seul PA. Je rappelle maintenant la condition de naissance du message nerveux moteur. La genèse du message nerveux moteur s'effectue au niveau d'un motoneurone où seuls des potentiels électriques qualifiés de potentiels post-synaptiques, PPSE ou bien un PPSI, se propagent à la surface des dendrites, des corps cellulaires. Les potentiels d'action ne peuvent être déclenchés qu'au niveau du cône axonique. C'est le seul site générateur sur le motoneurone où il y a présence des CVD et se propage le long de l'axone. À ce niveau donc, au niveau du cône axonique, le neurone effectue une sommation algébrique des potentiels post-synaptiques. C'est ce qu'on appelle l'intégration nerveuse. Cette sommation, elle aboutit soit à une hyperpolarisation, c'est un PPSI. Dans ce cas, le neurone post-synaptique ne réagit pas, soit à une dépolarisation, c'est un PPSE global qui peut atteindre le seuil et alors il y a naissance d'un potentiel d'action. La réalité est toutefois plus complexe car, d'une part, les messages nerveux présynaptiques sont constitués de trains de potentiel d'action plus ou moins rapprochés et d'autre part, ces activités peuvent potentialiser les synapses qui vont devenir plus ou moins réceptives dans la durée. Donc, à la sommation spatiale des PPSE et des PPSI s'ajoute une sommation temporelle dont dépend en fin de compte le signal qui sera émis par le neurone post-synaptique et qui peut être à l'origine d'un message nerveux moteur dont la fréquence des potentiels d'action est fonction de l'amplitude
et de la durée des potentiels post-synaptiques, excitateur global qui parvient au niveau du cône axonique. En effet, lorsqu'un même neurone présynaptique transmet des potentiels d'action très rapprochés à un neurone postsynaptique par une synapse inhibitrice ou une synapse excitatrice, le PPS résultant a une amplitude égale à la somme des PPS successifs provenant de la même synapse. On parle d'une sommation temporelle des PPS. Si la somme maintenant obtenue au niveau de ce cône axonique, présence des canaux voltage dépendants, est supérieure ou égale au seuil, à ce moment-là, il y a émission d'un message nerveux qui peut être codé en modulation de fréquence de PA. Si elle est inférieure, aucun message n'est transmis. Le message nerveux moteur est donc né grâce au rôle intégrateur du motoneurone, donc dans le réflexe de flexion à point de départ cutané, pour obtenir un message nerveux moteur à l'origine de la contraction du muscle fléchisseur. Le message nerveux sensitif doit être représenté par un train de potentiel d'action. Donc, expérimentalement, on doit porter une série de stimulations successives et rapprochées sur la fibre sensitive en relation avec les récepteurs de la peau. Voyons comment ce message nerveux sensitif peut être à l'origine de deux réponses différentes des deux muscles antagonistes. Donc, je vais expliquer le mécanisme de la coordination de ces deux muscles antagonistes. L'expérience du mécanisme de la coordination des deux muscles antagonistes. On réalise chez un chat une série de stimulations efficaces, successives et rapprochées qui sont portées au niveau de la fibre sensitive en relation avec un récepteur sensoriel de la peau. Et on enregistre grâce aux oscilloscopes O1, O2, O3, O4 et O5 l'activité électrique au niveau de la fibre sensitive, au niveau des corps cellulaires et au niveau des fibres nerveuses motrices qui se dirigent vers le muscle fléchisseur et vers le muscle antagoniste extenseur. Les enregistrements obtenus au niveau des oscilloscopes O1, O2, O3, O4 et O5 sont représentés en désordre par le tracé 1, le tracé 2, 3, le tracé 4 et le tracé 5. À partir de l'exploitation de ces différents tracés, on va d'une part attribuer à chaque oscilloscope O1, O2, O3, O4 et O5 le phénomène électrique correspondant. D'autre part, déterminer le nombre de synapses entre le neurone sensitif et le motoneurone du muscle fléchisseur, ainsi que le nombre de synapses entre le neurone sensitif et le motoneurone qui innerve le muscle antagoniste, c'est-à-dire le muscle extenseur, afin de compléter le circuit nerveux de cette coordination entre la réponse des deux muscles, c'est-à-dire le muscle fléchisseur par une contraction et le muscle extenseur par un relâchement. Je commence par l'identification de l'enregistrement au niveau de l'oscilloscope O1. On doit observer un train de PA car on porte une série de stimulations efficaces et que chaque stimulation efficace engendre un potentiel d'action. On indique le moment de la stimulation par l'artefact de stimulation et que chaque PA doit être précédé par un temps de latence. Donc, le tracé 2 correspond à l'enregistrement électrique au niveau de l'oscilloscope O1. Passons à l'oscilloscope O2, placé au niveau du corps cellulaire du motoneurone du muscle fléchisseur. Ce motoneurone doit être excité, ce qui nous permet d'enregistrer au niveau de O2 un potentiel postsynaptique excitateur qui doit dépasser la valeur seuil. Pour générer un PA, ce message moteur se propage le long de l'axone à l'origine de la contraction du muscle fléchisseur. Le tracé 5 correspond à un PPSE global qui dépasse le seuil, résultant de la sommation
temporelle de 2 ppse successifs, cela nous permet de déduire l'existence de 2 PA successifs au niveau du bouton présynaptique. Un message nerveux moteur doit être enregistré au niveau du motoneurone qui innerve le muscle fléchisseur à l'origine de sa contraction et sera propagé le long de son axone, d'où au niveau de l'oscilloscope O4, on doit enregistrer au moins un potentiel d'action. Or, parmi les enregistrements obtenus, il nous reste 2 PA qui correspondent au tracé 3. Voyons maintenant au niveau de O5. Quant au muscle extenseur, il doit être relâché. Son motoneurone doit être inhibé au niveau de l'oscilloscope O3. On observe un PPSI qui correspond au tracé 4, représenté par 2 PPSI successifs qui s'additionnent. Cela suggère l'existence de 2 PA qui atteignent un interneurone inhibiteur. Ce PPSI global s'éloigne du seuil et ne génère jamais de PA. Et par conséquent, on enregistre en O5 un potentiel de repos. Utilisons maintenant les données sur les temps de latence L1, L2, L3, obtenus au niveau de ces enregistrements électriques pour déterminer le nombre de synapses entre le neurone sensitif et les motoneurones du muscle fléchisseur et du muscle extenseur. Pour compléter le circuit nerveux de la coordination des 2 muscles antagonistes obtenus chez le chat suite à 3 stimulations successives efficaces. On commence par le calcul de la différence de latence entre L2 et L1. L2, c'est 2,1 millisecondes, moins 0,3 millisecondes de L1. On obtient 1,8 et sachant que le délai synaptique est de 0,5 millisecondes, d'où on obtient 0,5 x 3 plus 0,3 millisecondes. Donc, on obtient 3 synapses. Le circuit excitateur est donc polysynaptique. Il est constitué d'un neurone sensitif, de 2 interneurones excitateurs et d'un motoneurone du muscle fléchisseur s'articulant au niveau de la moelle épinière par 3 synapses. Passons maintenant à la différence entre le temps de latence L3 et L1. On obtient la même valeur, donc 1,8, qui s'écrit 0,5 x 3 plus 0,3 millisecondes, puisque le délai synaptique est de 0,5 millisecondes. Donc, on obtient aussi 3 synapses. Et par conséquent, le circuit nerveux inhibiteur est aussi polysynaptique. Il est constitué par un neurone sensitif, un interneurone excitateur, un interneurone inhibiteur qui est relié au motoneurone du muscle extenseur s'articulant au niveau de la moelle épinière par 3 synapses. Au cours de ce réflexe moteur, à point de départ cutané, la contraction du muscle fléchisseur de l'avant-bras est accompagnée simultanément du relâchement du muscle extenseur qui est son antagoniste. Donc, c'est ce qu'on appelle la coordination de l'activité des 2 muscles antagonistes. Au cours de ce réflexe, cette coordination s'explique par un circuit nerveux appelé l'innervation réciproque, qui est un circuit polysynaptique. Je vous remercie de votre attention.